Oui, je veux dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir. Euh, nous nous sommes donné rendez-vous ce soir pour décrypter un tant soit peu l'actualité de notre cher et beau pays, pour voir ce qui se passe dans notre chère et belle résistance, pour avoir un briefing de tout ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons ne pas faire, ce que nous devons faire et ce que nous devons ne pas faire. C'est très important à un moment donné de pouvoir savoir exactement que nous vaut le bien de cette lutte, celle pour laquelle nous nous sommes engagés. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il est toujours important à un moment donné de tirer une espèce de bilan de mi-parcours. Parce qu'au fur et à mesure que la lutte continue, au fur et à mesure que nous avançons, nous devons pouvoir nous remettre, nous questionner, pouvoir poser les pendules à l'heure et savoir exactement qu'est-ce que nous faisons. J'espère que vous me recevez bien, que la caméra est bien orientée parce que j'ai un peu tourné mon téléphone. Je ne sais pas si ça va. J'ose croire que ça va bien. Fais tout roter l'écran. Oh là 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 là. Voilà encore ce que j'aime pas trop. Donc, il faut roter l'écran. Faire roter l'écran. Donc, ça veut dire que l'angle de position n'est pas OK. Ça veut dire que vous me percevrez donc mieux dans ce sens. Comme ça va? C'est mieux comme ça? J'ose croire que dans ce sens-ci, c'est bien perçu, quoi. OK. Merci encore pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour tous ceux qui nous ont rejoints il y a de cela bien peu de temps. Nous passons un moment assez crucial dans le parcours de notre lutte. Et comme je le disais tantôt, dans tout processus, il est toujours important de faire une espèce de bilan de mi-parcours, de nous interroger, de voir exactement ce que nous pouvons faire, ce que nous devons ne pas faire, ce que nous avons fait et ce que nous n'aurions pas dû faire. C'est très important si on veut avancer, c'est très important si on veut aller loin. Donc, j'étais en train de dire comme ça que le live de ce soir est très important. Très important dans la mesure où je veux d'abord commencer par saluer beaucoup de personnes qui me sont chères, celles même qui ne me sont pas chères, beaucoup de personnes qui me soutiennent et celles qui ne me soutiennent pas non plus. Donc, je disais tantôt, le live de ce soir a des articulations très importantes. Très importantes pourquoi? Très importantes parce que, envoyez des cœurs et partagez simplement s'il vous plaît. Le live de ce soir a des articulations très importantes dans la mesure où nous allons d'abord, nous allons parler des thèmes assez délicats. Vous savez, il faut parler des choses qui blessent parfois, des choses qui font mal, mais qui sont essentielles et qui sont très importantes. Nous allons parler de la diaspora. Nous allons parler de la diaspora dans tous les sens du thème. Qu'est-ce qu'elle a pu faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire, quelles sont ses limites, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces. Et ensuite, nous allons, au-delà de toute attente, continuer en parlant bien sûr encore et toujours de la diaspora, mais cette fois-ci sous un autre angle. On ne pourrait pas finir sans tirer une esquisse de morale et de solution sur le discours du tyran du 10. Il y a quelque chose qui est caché derrière ce discours dont je n'ai pas expressément fait allusion la dernière fois, parce que lors du dernier décryptage de ce discours, il était question pour nous de montrer que le discours du tyran ne s'adressait pas à la communauté francophone. C'est sur ce pan de voile que j'ai accentué mon live. Il fallait montrer que le tyran est tout sauf un unificateur. C'est un stratège dangereux et très pervers, Biya. Si vous le connaissez, vous n'allez jamais croire un seul mot de ce qu'il peut dire. Et nous allons ensuite recentrer le débat, recentrer la lutte sur ce que nous avons en commun et de plus cher. C'est-à-dire, vous le voyez, le non au hold-up électoral. C'est encore ça, ce t-shirt que je mets et que j'aime toujours à mettre et que je mettrai jusqu'à ce que le président élu son excellence Maurice Kamto sorte des geôles du tyran et du dictateur qui est Biya. Nous ne pourrons pas terminer ce live sans avoir un crochet ô combien dangereux et délicat pour la journée du 4, où le premier vice-président du MRC, Mamadou Mota, va être conduit devant les juges corrompus de Biya. Biya, je vais te rappeler une chose en passant.
ces mêmes juges, et je vais dire aussi par ricochet à ces juges, parce que je sais que vous m'écoutez. Vous m'avez fait preuve que vous m'écoutez parce que on se comprend. Ces mêmes juges, vous qui jugez aujourd'hui, les nationalistes, ceux-là qui aiment le pays, qui aiment la nation, j'aimerais vous dire que vous serez jugés. Mais cette fois-ci, par le tribunal révolutionnaire. Et je rêve de ce jour où le tribunal révolutionnaire s'assoira en pleine rue contre vents et pluies, contre vents et marées, contre tornades, pour juger ceux-là même qui transgressent la loi aujourd'hui, pour mettre en prison tous les nationalistes, tous ceux-là même qui donnent leur sang pour la nation camerounaise. Oui, je rêve de ce jour où nous, les révolutionnaires, ce jour où nous, les résistants, serons assis en train de juger ceux-là qui aujourd'hui transgressent les lois de la nation, ceux-là qui aujourd'hui emprisonnent les nationalistes. Oui, je rêve de ce jour où la nation sera libérée de Biya. Oui, je rêve encore de ce jour où tous, comme un seul homme, nous saisirons de la brèche révolutionnaire. Et contre toute attente, dans mon rêve, j'ai vu le Cameroun un temps soit peu sortir, oui, sortir de cette charte onusienne qui dit qu'on ne peut pas avoir la peine de mort au Cameroun. J'ai vu notre pays révolutionnaire, conduit sous l'égide des révolutionnaires, sortir, annuler ce traité, annuler cette charte et prendre ces tyrans et les fusiller un à un. Oui, je rêve de ce jour. Ce jour où Biya, contre toute attente, sera fusillé, jugé d'abord, condamné et fusillé. Oui, je rêve de ce jour. Et dans mon rêve, je veux le dire encore, ce jour, moi-même, je prenais l'arme pour tirer sur le tyran. Oui, c'est ça le tribunal révolutionnaire. Moi-même, j'avais l'arme et j'ai mis sur la tempe du vieux lion pour la battre. Parce que c'est la plus belle chose qui puisse lui arriver. Oui, je rêve de ce jour où Biya sera traité de la manière la plus sauvage et la plus brutale. Avec son gouvernement, avec ses magistrats, personne ne sera exempté. Soyez sûrs, soyez rassurés. Le tribunal révolutionnaire ne vous donnera pas de crédit. Nous ne vous donnerons pas de crédit là-dessus. On ne vous pardonnera pas. On ne vous le pardonnera pas. Il faut qu'on soit sûr. Et que vous soyez certains. Nous allons vous traiter de la manière la plus sauvage. Parce que c'est tout ce que vous méritez. On ne vous pardonnera pas. Nous savons que le président élu voudra qu'on vous pardonne. Mais cette fois-là, et c'est la seule fois de l'histoire où nous aurons le président élu contre nous. Ah oui, c'est la seule fois de l'histoire où le président élu sera contre nous et nous serons contre lui. Et nous allons assumer le meurtre de Biya, assumer le meurtre des hommes politiques, assurer le meurtre des magistrats, assurer le meurtre de tous ceux-là qui transgressent et fracassent les lois de la nation. Oui, comment Mamadou Mota, ce jeune ingénieur, ô combien qualifié, pour avoir fait un choix, le choix du peuple, est aujourd'hui et va être condamné devant un tribunal militaire. Oui, vous serez jugé et condamné par le tribunal révolutionnaire. Prenez en note, parce que dans nos écrits, nous sommes en train de constituer ce tribunal. C'est ça qui est bien avec la révolution. La bonté de la révolution, c'est que nous avons le droit d'écrire la fin de votre scénario. Biya et SB, vous pouvez écrire et dessiner l'ordre de passage. Vous pouvez aujourd'hui fabriquer ce que vous voulez, mais la fin de votre histoire, elle nous appartient. Et le tribunal révolutionnaire seul décidera en ce jour. Combien c'est beau. Dans un film, je préfère, contre tout égard, au lieu d'être le chef bandit, au lieu d'être l'acteur comme Biya l'est, je préfère être le scénariste. Je préfère être le réalisateur. C'est moi qui écris le scénario du film. Et c'est ça la révolution. C'est ça la portée et la force des révolutionnaires. C'est que la fin du film, c'est nous qui allons l'écrire. Il vaut mieux, et même la Bible le dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Biya, tu as commencé, tu as eu la possibilité, la latitude d'écrire tout le début. Mais la fin de ton histoire, ta fin, c'est nous les révolutionnaires qui allons l'écrire. Et j'ai pris sur mes épaules aussi, frère, la lourde responsabilité d'écrire le chapitre sur ta sentence finale.
Et comment est-ce que tu seras abattu? Après avoir été fouetté, bien sûr. Et qui va t'abattre? Je n'hésiterai pas. Je n'ai jamais tué. Mais je te tuerai avec le plus grand sourire, avec la plus grande fierté, avec la plus grande paix, avec la plus grande joie. Parce que t'abattre, toi qui as pourri la vie à plus de 25 millions de Camerounais, libérer 25 millions de Camerounais en t'abattant serait le plus gros bonheur, la plus grande fierté et la plus grande joie qu'un homme peut se l'offrir. Oui, Biya, c'est ta fin. Merci. Nous allons commencer tranquillement notre live. Comme je le disais, nous portons, c'est un live qui se veut assez pédagogique. Nous allons parler d'un certain nombre de choses avec toute la précision et avec toute la latitude. C'était comme ça une espèce d'introduction pour amener le sujet et amener Biya à comprendre que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Je veux saluer comme ça tous les grands combattants, je veux saluer ceux-là qui nous soutiennent, je veux saluer ceux-là qui sont avec nous, je veux saluer le peuple qui reste encore parfois dans des voies obscures mais qui devra toujours être libéré. C'est l'un des motifs et c'est l'un des buts de ces des lives comme celui-ci qui se veut pédagogique, qui se veut instructif, qui se veut éducatif même. Vous savez, les voyages de Biya pendant longtemps ont eu cette caractéristique et cette marque d'être un onéreux, luxueux et très coûteux. Très coûteux pour le contribuable camerounais. Chacun des voyages présidentiels, nous avons souffert. Biya s'est offert un train de vie de bourgeois, de pacha, sur les frais et le dos du contribuable camerounais. Oui, il faut que les gens le comprennent aujourd'hui. Il faut que nous le comprenions. Ça nous a coûté énormément. Et Biya s'est plus à voyager. Il est l'un des seuls chefs d'État aujourd'hui et dans le monde qui, pendant 37 ans, a passé presque 10 mois à l'étranger. Biya n'a jamais été au Cameroun. Biya n'a jamais tenu, on peut compter en 37 ans, il n'a pas tenu 20 conseils des ministres. C'est grave. Il atteint, je crois pas que ça atteint 50. 50 conseils des ministres en 37 ans. Voilà ce que Biya est. Il faut d'abord qu'on amène le sujet, que vous compreniez et que nous comprenions tous ensemble. Quel est le type de président que nous avons? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et comment est-ce qu'il vit? Biya n'a jamais vécu au Cameroun, vraiment. Et pour les Camerounais, non. Biya fait des lettres de créance quand un Asiatique meurt dans un trou. Alors que quand 10 000 Camerounais meurent, ce n'est pas son problème. Voilà le type de président que nous avons. Et nous l'avons toujours supporté. Nous avons accepté ça. À tort, bien sûr. Hein? Mais nous avons accepté, nous avons laissé faire. Mais il y a eu quelque chose, un événement. Quelque chose s'est produit dans la vie de la nation camerounaise. Oui, c'est le 7 octobre. Le soir du 7 octobre, un homme que je nomme ici son Excellence Maurice Kamto a marqué un pénalty historique qui restera jamais gravé dans l'histoire des consciences et des mémoires des Camerounais. Oui. Il a marqué un pénalty et ça a changé le parcours de la vie du Cameroun. Tout a été basculé. Le Cameroun a changé radicalement. Et ça, on doit admettre que quelque chose s'est produit dans la nation camerounaise au sorti du 7 octobre. Et le 22 octobre, nous avons vu un clan ethnique tribal. Nous avons vu le clan Boulou, je le dis, pas la tribu Boulou, le clan Boulou composé d'Atanganji, composé du président du Sénat, Marcel Nyat Jipenji, consommé par tous ces gens-là, tous ces amis de Biya. En fait, on appelle le clan Boulou le clan des amis de Biya, ceux qui dirigent frauduleusement la nation. Oui. On a vu donc ça, ce clan-là se positionner comme étant des bandits au détriment de la nation camerounaise. Ceux-là qui volent et qui extorquent, qui pillent la nation. Donc il y a eu positionnement de ça. Et depuis le 7 octobre, à partir de la confirmation de l'échec de ce qui s'est passé, du pénalty historique qui a été marqué par son Excellence, le président élu Maurice Kamto, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de grave. C'est que un instant, s'il vous plaît. Oui,
je le disais tantôt, il s'est passé quelque chose, vous m'excusez s'il vous plaît, il s'est passé quelque chose de grave, c'est que le soir du 7 octobre, et à partir du 22 octobre, confirmé par le clan tribal Goulou, quelque chose s'est passé. Biya, dans toute la trajectoire de ses voyages, a ralenti le processus et le rythme. Il ne s'est plus trouvé dans la possibilité de voyager pour faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà déjà le déclic. Et c'est là où nous amorçons la première partie du déclic. C'est là où quelque chose se passe. Et pour cela, il va tenter plusieurs choses. Il va essayer plusieurs choses. Dans le seul but de quoi? Dans le seul but de s'installer une nouvelle transition, ou tout au moins de nous amadouer, ou tout au moins de reprendre avec ses voyages. Et c'est de ça qu'il est question ici. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Biya, au sorti et après, à partir du 22 octobre, n'a plus eu la force et le courage de voyager comme nous le pensions, ou bien comme nous le croyons? Il s'est passé quelque chose. Et c'est ça qui nous introduit dans la première partie du live de ce soir, que nous allons intituler ici « La diaspora comme force ». C'est là où le mot diaspora apparaît. Et c'est là où la diaspora ressurgit dans sa force et sa puissance. Donc la première partie du live d'aujourd'hui s'intitule « La diaspora comme force ». Quelles sont les forces de la diaspora? Qu'est-ce que nous avons conquis? Parfois nous nous négligeons. Parfois nous semblons regarder seulement les guerres intestines. Parfois nous sommes une famille. Et ce qui est magique dans la famille, c'est que malgré les haines, malgré les divisions, on a le même sang qui coule dans nos veines. Les Tontinans ne peuvent pas le comprendre. On a le même sang. Ce sang est alimenté par quoi? Ce sang fait et vient du fait que nous avons un seul Père. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Ce Père spirituel, ce Père que nous avons, c'est lui qui nous donne, qui fait couler ce sang dans nos veines. Donc même si dans les détachements, nous semblons être difficilement comprendre l'autre ou ne pas comprendre l'autre, il n'en demeure pas moins vrai que même si chacun est venu avec sa mère différente, nous sommes dans la grande famille où il y a un seul Père. Et le Père et le patriarche, son Excellence Maurice Kamto, est celui qui frappe le poing sur la table et celui qui fixe la direction. On n'a pas le choix. Quelle que soit la force d'une femme dans un foyer polygamique, quand l'homme porte les couilles, quand l'homme est l'homme, personne ne peut exister quand il donne le dernier mot. Et c'est ça qu'il y a de magique dans notre famille. Appelez-la comme vous voulez, appelons-la comme nous voulons. Donnons-lui n'importe quel nom. Mais la magie de ça, c'est que notre Père est vivant. Et tant que le Père est vivant, on ne peut pas choisir son successeur. Tant que le Père est vivant, c'est lui qui donne le dernier mot. Tant que le Père est vivant, ce sont ses directives que nous devons suivre. Personne ne résiste au Père. Et le Père est là. Son Excellence Maurice Kamto est vivant. Personne ne peut lui résister. Personne ne va lui résister. Donc nous de la diaspora, nous ses enfants, nous sommes sa force. Ne regardons pas nos divisions. Nos divisions parfois même nous font grandir. Nos divisions parfois quand un enfant hait un autre, c'est là où ça te fait mûrir. Ça te fait comprendre, pourquoi il me hait? Il me hait peut-être parce que je suis trop turbulent, parce que je ne fais pas comme lui, parce que... Et tu t'appliques. Tu te donnes de manière puissante. Tu te donnes de manière forte. Et c'est ça qui te motive, qui te stimule. Il y a ce qu'on appelle une compétition saine dans les familles. Oui, parce que je veux aller plus vite que l'autre. Je veux aller plus loin que l'autre pour plaire à mon père, pour libérer mon père, pour faire quelque chose qui apaise le cœur de papa. Ah oui, c'est ça la grande famille, telle que nous sommes et telle que nous la vivons aujourd'hui. Et c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto, notre père, qui nous donne cette force. C'est parce que nous le voyons que nous avons cette capacité de lutter. Nous sommes forts économiquement. Il faut le dire. La diaspora est l'une des seules et des rares qui, sur la force de nos propres fonds, avons levé de l'argent pour commencer cette lutte. Les uns y apportant de leur économie, les autres y apportant de leur énergie, tout ce que cela a comporté, nous avons eu une force économique forte. Il faut le rappeler. Nous avons été forts économiquement. Des uns ont apporté les économies des années, d'autres ont apporté tout. Mais le peuple, c'est-à-dire la grande famille populaire qu'il constitue ici avec nous, la force de la diaspora, nous avons donné chacun ce que nous avions. Nous avons mis chacun un peu de notre potentiel. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants forts de cette diaspora. Aujourd'hui, nous avons bravé le joug
et dépasser tout ce qui pouvait être des entraves sur le plan économique. Oui, nous avons une force communautaire. La force qui transcende et dépasse les ethnies. Quand Biya a voulu nous enfermer dans les cercles et l'esclavage de l'ethnicité ou de l'ethnocentrisme, nous avons dit non. Nous ne nous reconnaissons pas à ça, Paul Biya. Paul Biya, tu n'es qu'un usurpateur. Paul Biya, tu n'es qu'un menteur. Paul Biya, tu n'es qu'un tricheur. Nous avons dépassé beaucoup de choses. Nous avons dépassé l'ethnicité. Nous avons dépassé le clan. La preuve est là devant vous. Moi, je fais comment? Bami, Betty, je suis où? Là, les Betty sont dans la famille. Les Boulous, dans la famille. Les Aoussa, dans la famille. Les anglophones, dans la famille. Les nordistes, dans la famille. Les Mundang, les Tupuri, dans la famille. Les Mbamois, les gars les Sanaga, dans la famille. Les Bafia, dans la famille. Les Badjounais, dans la famille. Les Baleng, dans la famille. Les Bamoun, dans la famille. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, est celui qui a réuni tout le monde. Tout le monde. Il a brisé et bravé le côté tribal qui émergeait et qui vivait en nous, que donc Biya nous avait fait être des tribus. Ça a été dépassé. C'est ça la force. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous catégoriser comme étant un mouvement appartenant à telle ethnie ou telle autre ethnie. Nous refusons cela. Et ils le savent, ils savent que c'est faux. Nous sommes une force politique. Force politique, pourquoi? Quand je l'ai dit, je vais revenir, ça me permet encore dans le côté de la force politique de revenir sur les propos. Donc, je cite un certain individu m'a appelé d'expliquer et de clarifier ma situation en disant que j'ai dit avoir donné 400 euros à la campagne de Cabral Libye et je suis aujourd'hui créateur du mouvement Kamtourien. Vraiment, c'est mal connaître le paysage socio-politique camerounais et c'est même mal connaître ou ne pas connaître du tout ce qui se passe au Cameroun et ce qui se... Je vais prendre l'exemple de Paul-Éric Kenge. Paul-Éric Kenge est celui qui a insulté Kamto plus que toute autre personne. Mais c'est en même temps lui qui a fait la force du président élu. S'il n'y avait pas eu de Paul-Éric Kenge, ça aurait été difficile d'avoir Kamto. Dieu arrange toutes choses en son temps. Paul-Éric Kenge est celui qui a taclé le président élu de toutes les manières, le traitant de tout. Mais c'est lui qui en a fait sa force. Parce que dans la vie, seuls les imbéciles ne changent pas. Je vais encore répondre à cet homme. Avant la campagne, j'étais pour Cabral Libye. Ça, je le dis encore. Et je vais le dire à tout le monde. Parce que ce n'est pas faux. Cabral Libye était mon candidat. Je le voyais jeune, c'est plus ou moins quelqu'un de ma génération. Je l'ai dit à l'interview le jour. Et j'ai été clair là-dessus. Je l'ai dit quand Aman Mana m'a interviewé. Et j'étais clair. J'ai soutenu Cabral. Mais Cabral a trahi la nation. Il a trahi le peuple. Voilà la déchirure entre Cabral et moi. Si Cabral avait été intègre, je ne serais pas aujourd'hui pour Kamto. Ça, il faut être sûr. Il faut être sûr. Si Cabral avait été fort, si Cabral était resté dans ses convictions, avait accepté le verdict des urnes, avait continué de lutter, peut-être nous serons en train de soutenir Kamto, mais je serais resté cabraliste. Ah, il faut le dire, hein. Et les gens, je suis parti de chez Cabral parce que Cabral a déçu et trahi la nation. Il a trahi le peuple camerounais. C'est pour ça que je me suis retrouvé chez Kamto. Et comme il y a eu un vide à exploiter, ingénieux et intelligent que nous sommes, les tontinards, dès que tu vois un vide, tu exploites. Dès qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pensé, tu le penses. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ça qui est aujourd'hui, c'est ça qui fait la force de corps aujourd'hui. Parce que justement, on n'est pas fermé. Parce qu'à quoi on a accepté d'épouser l'idéologie d'un père par conviction. On n'est pas venu par passion. Les gens qui sont nés dans le MRC, c'est leur problème. Je respecte leurs convictions. Les gens qui sont nés avec le MRC, c'est leur problème. Mais nous sommes venus parce qu'un homme nous a convaincus. Un homme nous a dit, si le président élu son excellence Maurice Kamto avait dit que c'est le PDC, c'est l'UDC, c'est le MNC, c'est n'importe quel parti, moi j'aurais foncé. Parce que ce n'est pas le parti qui m'a guidé, c'est l'homme. C'est l'homme qui m'a guidé. C'est l'homme que je suis. Je le dis encore, que cela soit clair. Et que ceux qui veulent essayer de poser des questions, poser ce genre de questions à quelqu'un qui peut peut-être vous tromper ou qui essaie de vous tromper. Mais quand on est intelligent, on sait comment on a fait pour se retrouver là où on s'est retrouvé. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est l'homme que nous avons suivi. Envoyez-moi le nom de celui qui met les têtes de mort là, s'il vous plaît. Il y a toujours des gens qui se perdent
de manière à vouloir toujours se prostituer et se pervertir dans les lives des gens. Si vous ne partagez pas le point de vue, vous n'êtes pas obligé d'être là. On ne force personne. Chacun a son couloir. Il y a beaucoup d'autres lives qui passent en ce moment. Je l'ai dit, ceux qui veulent être enseignés sur le plan pédagogique, sur un aspect, peuvent venir. Et nous sommes ensemble, nous communions ensemble, nous échangeons ensemble. Donc, si vous identifiez celui qui est en train d'envoyer des choses dont ils savent au mieux faire et que je me refuse de donner l'expression ici de peur d'être vulgaire, envoyez-moi son nom, je vais le bloquer immédiatement. Donc, nous avons encore eu ensuite la diaspora comme une force communicationnelle. Ça aussi, c'est très important. La diaspora, c'est la force de la communication. Il y a beaucoup de lives qui passent. Nous communiquons dans cette pluralité des directs, des lives. Et des lives ont des orientations diverses. C'est ça qui fait la magie de ça. Les gens vont dire non, moi j'aime plutôt tel. C'est bon, c'est ça la force de la diaspora. Il y a des lives à caractère dénonciatif. Ils sont seulement là pour dénoncer certaines situations. C'est aussi ça la diaspora. C'est ça qui fait notre force. C'est très important. Il y a des lives à caractère éducatif. Et j'aime bien m'inscrire dans cette lignée, même comme je ne suis pas toujours dans la lignée. Parfois, j'ai des faiblesses, je faillis et je provoque souvent ou bien je dénonce. Je vais m'atteler à ne plus être trop dans ce registre, à rester dans le registre du pédagogique, parce que c'est ce que je sais faire au mieux et très bien. Donc, il y a ça, des lives à caractère éducatif. Donc, qui sont là pour éduquer, pour conscientiser les masses. C'est le cas du professeur Nyamsi, par exemple. Le professeur Nyamsi a des lives à caractère éducatif. Il enseigne. Il y a des lives à caractère historique. C'est-à-dire qu'il nous replonge dans l'histoire. Et c'est le cas de J. Remingono. J. Remingono nous débriefe l'histoire et nous dit des choses puissantes et claires. Il y a des lives à caractère dénonciatif. Par exemple, ça c'est le cas de Max Seigneur Ivoire. Lui, il est dans le registre du dénonciatif. Il dénonce beaucoup. Il tape, il monte dans la dénonciation. Et c'est important. Voilà la force de la diaspora que nous sommes. On a des lives à caractère émancipatif. Donc il y a des gens qui sont dans l'émancipation, qui nous amènent, c'est-à-dire qui vous font voir des choses dont vous n'aviez même pas encore pensé, dont le moment n'était pas venu. C'est aussi Max Seigneur Ivoire, c'est aussi le professeur Ngana. Il est là-dedans. Il dénonce aussi, le professeur Ngana s'inscrit aussi dans le registre du dénonciatif. Il y a des lives à caractère sociaux. Donc, ils sont plus dans un aspect social. Il y en a plein qui le font. Betty le Camit est un de ceux-là qui aide une fondation au Nord. Il aide les enfants d'une fondation au Nord. Il est inscrit dans le social. Max Seigneur Ivoire aussi est dans le social. Donc, il y a beaucoup de choses. On doit respecter ça et accepter ces choses. Et c'est tout ça qui fait ce que nous appelons ici la force de la diaspora. Notre diaspora est très forte et elle en a besoin. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Ce que nous devons comprendre, c'est que dans toutes ces forces de la diaspora, tout cela nous a permis de poser quelque part un acte fort. Un acte fort, oui, cet acte a été posé. Et nous avons vu un discours, le 19. Biya parlait, il a dit quelque chose. Mais il faut retenir, et ce que je vais dire, ce que cache ce discours de Biya, c'est que Biya, en parlant ici, parle et sort le discours du 19 parce qu'il a reçu un cuisant échec à Genève. Il a été littéralement chassé de son pays d'adoption. Il faut rappeler aux uns et aux autres ici que Biya est un Suisse. Sa femme est suisse, tous ses enfants sont suisses. Mais il a été chassé de son pays par des sans-papiers que nous sommes, par des sans-abri que nous sommes. On nous accuse de tout, sans-papiers, sans-abri, sans rien. On nous traite de tous les maux. C'est-à-dire, parfois, nous avons se tiré entre nous dans la maison. On ne sait pas que l'ennemi est dehors en train de taper sur nous. Parfois, il vaut mieux taire souvent nos querelles et nos guerres intestines. Parce que la force de l'ennemi, là, quand on est distrait, il y a une vidéo qui se propageait beaucoup sur Facebook. Je l'ai vue avant-hier, où il y a deux gazelles qui se disputaient, elles se bagarraient, je ne sais pas où c'est une feuille de quoi, elles devaient se bagarrer un petit truc là. Mais elles n'ont pas vu venir le danger. Vous êtes dans la prairie, il y a toutes des herbes, mais vous luttez sur des petits trucs. Alors elles sont venues, le lion, ou bien c'est la lionne, ou bien c'est quoi, les voyait, les observait. Dans les guerres intestines, elle est venue, elle a pris une fois, elle a mis la main sur lui, et c'était terminé.
Voilà comment on meurt, parce qu'on est concentré à lutter entre nous. Et Biya est un renard de surface. Il n'y a pas plus dangereux que Biya. Il n'y a pas plus démon et plus sorcier que Biya. Biya est celui-là qui connaît mieux que quiconque entuber les gens. Il nous guette et il nous attend. Si on fait l'erreur en perdant le temps à nous diviser, à lutter entre nous, Biya va venir nous frapper. Boum! Et on va regretter à jamais. Et c'est ça qui a permis de voir, de lever une diaspora. Et ce qui nous amène dans le deuxième pan de l'articulation du live de ce soir, la diaspora comme moyen de résistance. Nous avons vu la force de la diaspora. Maintenant, nous allons voir la diaspora comme moyen de résistance. Et cela va nous permettre de faire quoi? Cela va nous permettre de commencer, de dégager par quelque chose d'historique qui s'est passé. Il y a eu ce qu'on a appelé les batailles de Genève. Genève 1 et 2 ont vu naître une diaspora unie, une diaspora forte, une diaspora qui marque les points. Quoi qu'on le veuille, quoi que vous le fassiez, quoi qu'on fasse aujourd'hui, la bataille de Genève restera à jamais historique dans la révolution camerounaise. La bataille de Genève, je le dis et je me répète, est la bataille historique de la révolution camerounaise. La bataille de Genève, je le dis. Donnez-moi le nom de celui qui envoie les têtes de mort, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me rendre ce service de me donner le nom de ces idiots qui se baladent dans les lives? Je permets, vous allez souffrir que j'utilise l'expression. Il y a des gens qui sont forcément cons et ils ne savent pas qu'ils sont cons. Et c'est ça qui est embêtant. C'est parce que ça nous coûte, à nous, personnes lucides et intelligentes, de gérer avec les cons. Vous savez, quand quelqu'un est con, c'est comme quand il est mort. Un con est comme un mort. Il ne sait pas qu'il est con. Il ne sait pas qu'il dérange, il ne sait pas qu'il nuit. C'est comme quand quelqu'un est mort. Quand quelqu'un est mort, il ne sait plus rien. C'est son cadavre qui va sentir au vivant. Donc toi qui restes là, si tu ne pars pas l'enterrer, son cadavre va te sentir. C'est toi que ça va intoxiquer, tu ne pourras rien faire. Et tout, tu seras toujours embêté. C'est de ça qu'il est question. Donc les cons là, identifions-les, vous me donnez leur nom, et on va bloquer tranquillement les cons. C'est tout. Parce qu'eux, ils ne savent pas, et on le leur pardonne. En les bloquant, on pardonne encore leur côté con. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont cons. C'est nous qui ne sommes pas cons, qui souffrons de leur ignorance. Ils sont atteints de ce qu'on appelle un sida intellectuel. C'est-à-dire un syndrome d'ignorance, je ne sais pas comment on va dire, définitivement acquis. C'est-à-dire ils ont ce qu'on appelle le sida intellectuel. Syndrome d'ignorance définitivement acquis. C'est-à-dire c'est définitif avec eux. On ne peut plus rien faire. Donc je crois que Arnaud là est un de ceux-là. On va le bloquer tout simplement. Donc on continue. Donc, nous allons parler de la diaspora comme moyen de résistance. Et je le disais encore et je me répète, la bataille de Genève est la bataille historique dans ce combat. Parce que nous avons vu un homme, président en exercice, chef de l'État, bien qu'il soit un roi feignant, bien qu'il soit un toto, bien qu'il soit un individu amorphe, Biya est l'un des présidents les plus faibles, les plus farceurs. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous ne me faites pas rire avec la nouvelle expression du jour, un sida intellectuel. Oui, il y a des gens qui sont atteints du sida intellectuel. On appelle ça, appelons ça dans ce live, syndrome d'ignorance définitivement acquis. Donc, c'est ça. Biya, c'est un paresseux, c'est un feignant, c'est un laxiste et c'est un lâche. Mais nous, de la diaspora, nous avons montré à Biya qu'on peut non seulement le chasser de son pays, mais on peut décider des ficelles du jeu. C'est nous qui décidons ce que nous allons faire et comment est-ce que nous allons le faire. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de la bataille de Genève, du succès de Genève? Et nous voulons le rappeler encore, que cela soit clair. Biya a, excusez-moi l'expression parce que je vais être un peu trop clair encore, Biya a vu ce que nous appelons ici les fesses de la panthère à Genève. Vous savez, quand vous voyez les fesses de la panthère, mon frère, c'est que vous avez vu vraiment le feu. Et Biya a vu ça à Genève. Il a vu les fesses de la panthère. Et nous allons les lui montrer encore. C'est pour ça que nous attendons et nous sommes sereins. Il y a une seule chose qui rassure la révolution et les résistants, les révolutionnaires. C'est que si Biya met son pied dans un autre pays, Hélène Clara, bonsoir. Si Biya met son pied dans un autre pays, que ce soit l'Union européenne, j'ai plus confiance en l'Union européenne.
ou l'Amérique, ou l'Asie, n'importe où, nous allons lui montrer que nous sommes les maîtres des séants. C'est-à-dire nous sommes les maîtres de l'Occident. Biya est le président du Cameroun au Cameroun. Il gouverne les Camerounais du Cameroun parce qu'il a le BI, il a le MINAT, il a l'ECAM, il a les magistrats, il a la Cour constitutionnelle, il a tout ce qui peut changer à son niveau. Mais à l'extérieur, Biya, nous voulons te dire que tu n'es pas le président du Cameroun. À l'extérieur, nous voulons te dire, Biya, que c'est la diaspora qui gouverne. À l'extérieur, nous voulons te dire, Biya, que les lois sont fixées par la diaspora. À l'extérieur du Cameroun, nous voulons te dire, Biya, que c'est nous de la diaspora qui avons le dernier mot. Nous avons le pouvoir, Biya, de te faire et de te défaire. Viens dans un autre pays de la diaspora, quel que soit le pays, tu vas confirmer le code. Viens dans un pays de la diaspora, quel que soit le pays, tu vas sentir, tu vas voir ce que nous on appelle les fesses de la panthère. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous allez m'excuser, je vais bloquer un idiot. Il y a toujours des idiots qui se baladent et qui font ça. Stevie, le grand Stevie, je te salue. Oui, toi qui as pour mission, on est sur un projet qui va porter, bien sûr, le projet de la conférence internationale de Munich. Je t'appelle juste après ce live pour qu'on en parle. Reçois mes salutations, chers frères, et félicitations encore pour tout le travail que tu donnes et que tu abats du côté de l'Allemagne. Nous allons convoquer et réunir très précisément et très bientôt les états généraux de la révolution. D'abord, avant ça, nous allons nous réunir, nous, les résistants de l'Allemagne. Donc, je profite comme ça par le biais de ce live pour appeler tous les combattants résistants d'Allemagne. Nous allons trouver une date, contacter Stevie, proposer lui des dates. Nous allons fixer une date où nous allons nous retrouver, nous asseoir pour mettre les choses en ordre. Roger Pagou. Il faut bloquer Roger Pagou. Ok. Donc nous allons nous asseoir pour mettre les choses en ordre, pour remettre tout correct et proprement, afin de travailler correctement sur l'unification des forces en Allemagne. C'est très important. J'ai fait en Allemagne beaucoup de leaders qui sont nés. Et puis, il faut encore en même temps profiter pour rappeler aux uns et aux autres que les problèmes de l'Allemagne restent les problèmes de l'Allemagne. Il y a des problèmes partout. Il y a des gens qui se mettent dans les quatre coins du pays pour tirer les ficelles de la haine. Parce qu'ils ont fait 30, 40 ans de révolution, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien acquis. Ils veulent tirer les ficelles de la haine. Pour tirer... Nous, on va régler les problèmes en Allemagne. El Chenou reste celui-là même qui a levé l'Allemagne. Cela ne peut pas être contesté par qui que ce soit. Et je vais réunir les petits frères autour de la table. Et nous allons nous asseoir pour asseoir et voir comment conduire cette révolution. Parce qu'elle est née en Allemagne. Et l'Allemagne aura toujours une place de choix dans cette révolution. Parce que c'est nous qui avons accouché ce bébé. Et nous allons suivre le parcours et l'évolution de ce bébé. Ça, quoi qu'on le dise, on est regardant là-dessus et nous ne trahirons jamais. C'était important. Donc, on continue comme ça de dire ce qu'on était en train de dire de manière très précise. On le disait donc bien. Et Biya a vu à Genève les fesses de la panthère. Et nous voulons croire et nous croyons que c'est l'échec qu'il a porté à Genève, l'échec de Genève, qui l'amène à accoucher le discours du 10 septembre. En fait, le discours du 10 septembre a un seul but. C'est quoi? C'est qu'il veut en même temps adoucir les gens et installer une nouvelle transition et renouer avec ses voyages à l'étranger. Parce que Biya est un des présidents les plus feignants. Biya ne sait rien faire, il n'a rien à faire au Cameroun. Quand il ne se promène pas dans ses champs de canne à sucre et d'ananas en Vomeka, quand il ne fait pas la villégiature dans son village natal, il s'ennuie à Yaoundé. Yaoundé est l'endroit le plus hostile pour lui. Parce qu'il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors il aime aller à l'étranger. Il aime aller dans son village en Suisse. Il aime aller à Lausanne. Il aime aller à l'étranger, faire des voyages inutiles où il fait facilement 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Voilà la vie d'un homme. Voilà la vie d'un chef d'État. Et nous allons le traiter. Il a un seul remède aujourd'hui. Le seul médicament de Paul Biya, c'est la diaspora. Biya a, entre guillemets, essayé d'adoucir toutes les forces qui se levaient au pays. Le MRC s'est levé avec la coalition gagnante et tous les opposants. Il trouve un moyen pour les assouvir, pour les asseoir, pour les dominer. On a eu la guerre des anglophones. Il essaye de contenir d'une manière ou d'une autre, bien que le combat et les anglophones résistent toujours. Ce que nous encourageons. Mais il y a un élément, un levier qui dépasse Biya en toute chose, en tout temps et en tout lieu, c'est la diaspora. Il ne nous comprend pas. Il ne sait pas comment nous contenir.
Et puis, la diaspora a fait quelque chose qui est historique. La diaspora empêche Biya de voyager. La diaspora empêche Biya de venir à l'étranger. C'est un levier qu'on a, chers frères combattants. Ce levier est fort. Ne le laissons pas. Ne le laissons pas. Cette façon, cette force, cette capacité que nous avons d'empêcher Biya de voyager est ce qui nous fait tenir les couilles du vieux lion. En fait, on a arrêté Biya dans ses noyaux. Permettez-moi l'expression. On a arrêté les noyaux de Biya, même comme c'est il y a un vieux. Mais quand on arrête les noyaux d'un homme, vous savez que vous tenez l'homme. Et on le tient dans ses noyaux. On le tient là, on a arrêté là. Donc si on fait comme ça, il crie, il fait aïe, je veux voyager, on arrête encore. Et nous de la diaspora, on a déjà saisi ces noyaux. Ne les laissons plus. Ne les laissons plus. On a pris ces testicules à main comme ça. On ne va pas blaguer. On va arrêter ça jusqu'à casser s'il le faut. Tant qu'il ne fait pas ce qu'on a dit, on ne laisse pas. Et si on laisse, on est mort. On est mort. On est mort. Donc on ne peut pas blaguer avec ça. On ne va pas laisser le tyran. On va arrêter toujours ces noyaux de manière forte et violente. Jusqu'à presser, presser, presser. Jusqu'à ce qu'ils cèdent. Jusqu'à ce qu'ils libèrent les prisonniers politiques. Jusqu'à ce qu'ils libèrent les anglophones. Jusqu'à ce qu'ils libèrent le président élu. Jusqu'à ce qu'ils libèrent toute la coalition gagnante. Jusqu'à ce qu'ils restaurent. Ils remettent le nom au hold-up électoral. C'est-à-dire ils restaurent. Ils reconnaissent qu'il a volé les élections. Jusqu'à ce que tout soit fait. C'est très important. Et nous avons ce levier. C'est nous de la diaspora qui le tenons. Ne le laissons pas. Ne laissons pas ce vieux tyran. On ne peut pas le laisser. Il faut le dire encore que c'est la force de Berlin, de Genève, qui permet à coup sûr, et je dis bien à coup sûr, que Biya ne viendra pas à Paris. Il ne pourra pas venir. Il ne pourra pas venir au deuil de Chirac. Il a fui de venir à New York. Il a fui d'aller à Washington, pardon. Il a fui Washington. Il a fui New York. Il va fuir tous les symposiums, tous les forums internationaux. Biya ne va plus voyager parce que c'est un peureux. Je connais l'homme. L'homme est feignant en tout. Il est un grand peureux. Un grand peureux. Il va libérer le Cameroun. Avant de voir les exploits de Genève, avant de reconnaître que la diaspora a arrêté les couilles du tyran, voilà encore ce que nous sortons avec un élément fort aujourd'hui dans ce live, c'est que nous de la diaspora, nous avons les couilles du tyran dans nos mains. Si on s'amuse, mon frère, il tombe. On peut le renverser à tout moment. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Il y a des gens qui veulent à tout prix bloquer ce live. Et vous ne me donnez pas les noms de ces individus-là pour que je les bloque. Donc nous avons tenu les couilles du vieux lion. On ne va pas laisser, on va presser, on va presser. Mais qu'est-ce qui accouche Genève? Il faut reconnaître quand même sur le plan historique, il y a une suite d'événements passés qui ont permis d'arriver à Genève. Quels sont ces événements? Nous allons les citer par ordre chronologique. Il y a eu bien sûr le coup de grâce à Paris le 18 mai. Voilà des événements consécutifs qui ont permis d'arriver à Genève. Il y a eu le coup de grâce récemment, le 18 mai à Paris. Il y a eu Washington, le 24 juin, Game Over. Et il y a eu Bruxelles, l'assaut final, le 6 septembre. Mais avant ça, il faut le reconnaître et on ne saurait le dire, on ne saurait passer sur ça sans le dire. Avant ça, il y a eu la conférence internationale de Berlin. Ça, c'est très important. Où les leaders de la révolution, sous l'égide et sous l'initiative du général El Chenou, se sont retrouvés à Berlin pour penser la révolution dans sa forme actuelle. N'eût été la conférence de Berlin. S'il n'y avait pas eu la conférence de Berlin, la révolution ne serait jamais ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La prise des ambassades aurait été impensable. C'est Berlin qui a accouché tous ces événements consécutifs. Parce que Berlin nous a mis au cœur de notre lutte. Berlin nous a identifiés comme étant les enfants d'un seul père. Et nous avons accepté le principe du père. Et le principe du père, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous unit dans notre paternité, dans notre lien de filiation? C'est le non au hold-up électoral, qui est l'ADN de la lutte,
qui est l'ADN du sang qui coule dans nos veines. Dans le sang, notre ADN, c'est quoi? C'est le hold-up électoral. Qu'on le retienne bien. J'ai dit que ce live sera très éducatif. L'ADN de tout combattant, c'est le hold-up électoral. L'ADN de tout combattant, c'est le hold-up électoral. Donc, quand on est dans cette révolution et qu'on a pour leitmotiv le non au hold-up électoral, on est fils du président élu, son excellence Maurice Kamto. Si on a un autre ADN, mon frère, c'est que vous n'êtes pas l'enfant de la révolution, l'enfant du président élu. Il peut y avoir des gens dans la maison qui ne sont pas forcément enfants du père. Il y a des enfants illégitimes. Il y a des enfants que la mère allait prendre ailleurs, qui sont venus avec un autre ADN. Mais parce qu'ils sont sortis de la même mère, on croit que c'est nos frères et sœurs. Mais c'est ça dont la différence. Alain, c'est quel Alain là? Ou c'est Alan? Alan, c'est qui? Il y a quelqu'un qui envoie successivement les têtes de mort là. Bon, on va continuer de les laisser. Envoyer des cœurs et puis ça va noyer les idioties. Donc, voilà ce qu'il est question. Voilà ce dont il est question. Et tout cela a été possible parce que nous avions pensé à un organe suprême qui a érigé et pensé et orienté la révolution, le CSR. Oui, le Conseil supérieur de la résistance. C'était une idée géniale. C'était une idée magnifique. Et nous devons cette idée, bien sûr. Je me souviens encore des nuits et des jours de travail avec le président Brice Nietzsche. Nous avons travaillé cela ensemble. C'est quand la révolution était encore révolution, quand on était encore unis dans le même combat, dans le même esprit. On faisait des grandes choses. Parce que c'était la dynamique, c'était le travail. Jusqu'à ce que l'ennemi, jusqu'à ce que l'agent de Biya, jusqu'à ce que les miettes de Biya viennent entrer dans la maison pour commencer à nous diviser. Nous allons continuer à retrouver notre amour d'antan. Donc il faut que nous le comprenions que le non au hold-up électoral est le leitmotiv, est l'ADN de tout combattant. L'ADN de tout combattant, c'est quoi? C'est le non au hold-up électoral. Il y a des combattants qui sont atteints de quoi? De sida intellectuel. Syndrome. On l'a dit, on l'a défini. Et c'est dans cette perspective qu'il a plu à un des fils du père de penser ce mouvement qui jusqu'à aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, mais qui, ma foi, et votre foi d'ailleurs, vous n'allez pas me démentir, travaille très bien dans le cadre de cette révolution. C'est pour ça que Corps garde toute sa plénitude, toute son essence, toute sa grandeur et toute sa puissance. Parce que Corps s'implique et s'insurge comme le gendarme de cette révolution. C'est toujours bien d'avoir un gendarme dans la société. C'est toujours bien d'avoir un gendarme qui nous rappelle les règles, qui nous dit qu'on ne traverse pas au feu rouge, qui nous dit oh, parfois on peut traverser qu'on a oublié. Ce n'est pas que quand il y a un gendarme, c'est parce qu'on soupçonne quelqu'un. Parfois quand les gens entendent que le gendarme est venu, c'est seulement pour les arrêter. C'est Biya qui nous a fait croire ça. Le gendarme n'est pas là pour nous arrêter. Le gendarme est là pour nous rappeler les bonnes choses qu'on peut oublier. Parce que nous sommes des êtres dotés de raison. Et nous oublions, l'oubli fait partie de nous aussi, de notre vécu, de notre vie. Le gendarme est là pour nous dire non, n'oublie pas, fais attention ici, fais attention là-bas. Et ça nous aide à mieux vivre. Le gendarme est comme les lois. C'est l'ensemble des lois aussi. Il est comme la morale. Et c'est ce rôle-là que joue Corps. Corps joue le rôle de gendarme. En même temps, il joue le rôle de morale. Il dit, n'oublions pas l'ADN du départ. Nous avons tous un même ADN. C'est le non au hold-up électoral. Tant que nous allons surfer sur cet ADN-là, tant que nous allons faire valoir cet ADN dans nos revendications, nous n'allons pas nous oublier, nous n'allons pas nous éloigner. Et nous allons continuer la lutte de manière puissante. Mon téléphone est en train de sonner. Donc voilà ce dont il est question. Et c'était sur ça que portait l'intérêt du live d'aujourd'hui, pour que nous comprenions tous ensemble que l'intérêt et que ce que nous devons comprendre comme leçon essentielle, c'est que le dialogue, c'est le dialogue ou la transition. Un instant, je vais prendre le téléphone. Donc, il faut comprendre par là que le dialogue égale transition. C'est pour ça que nous allons frapper sur le dialogue de la manière la plus violente et la plus virulente. Il n'y a aucun révolutionnaire qui va accepter le dialogue. Il n'y a aucun révolutionnaire qui va accepter le discours du tyran. Nous n'avons rien à faire avec cette histoire. Nous n'avons rien à faire avec Biya. Nous n'avons rien à faire avec le tyran. Et nous n'avons rien à faire avec lui. C'est de ça qu'il est question. Nous ne voulons pas participer d'une manière ou d'une autre
à ce discours. Et nous n'irons pas. Parce que le dialogue, c'est la connerie, c'est la foutaise, c'est de l'enfumage, c'est de l'entubage. C'est en fait nous prendre par derrière. Bia, tu es dangereux. Tu as déjà tout fait. Maintenant, tu veux prendre 25 millions de Camerounais encore par derrière. Comme tu l'as fait au temps de John Frundi avec nos parents. Nous sommes jeunes. Nos esprits sont avisés. Nous te voyons venir. Tu caches la vaseline d'une autre main et tu viens par derrière pour nous entuber. Nous te disons non. Bia, nous ne voulons pas ça. Tu ne vas pas toucher la jeunesse camerounaise. Tu ne vas pas toucher les enfants de Maurice Kamto. Tu ne vas pas toucher les enfants de la nation. Tu ne vas pas toucher les jeunes révolutionnaires. Nous sommes plus que jamais prêts. Et nous allons résister contre toi. Nous allons te résister et nous allons te punir de la manière la plus sévère, de la manière la plus directe et de la manière la plus fiable. Tu es le danger pour nous. Tu es un dangereux. N'oublions jamais que le dialogue est une autre forme de transition d'eux. Dès qu'il va finir avec les clauses du dialogue, il va s'asseoir pour dire, bon, maintenant je suis vieux, mais je vous laisse la place et il va mettre ces gens, les gens les plus jeunes, pour asseoir maintenant la transition et partir normalement. Bien, on ne va te donner aucune chance. Aucune chance. On ne peut pas discuter avec toi. Je l'ai dit dans mon interview et je le répète encore. Je l'ai dit clair et net. Au jour, à Aman Mana, Bia, personne ne négocie avec Bia. Si vous faites confiance à Bia, une demi-seconde, vous êtes mort. Soit vous vous retrouvez au cimetière, soit vous vous retrouvez en Konengi. Bia, il n'est pas digne de confiance. Ne lui faites jamais confiance. Bia, c'est un dangereux. C'est un sorcier, c'est un méchant, c'est un tout. Ne jamais faire confiance à Bia. Jamais. Parce que s'il a un seul but, il a pris nos pères par derrière en 90. Il veut encore nous prendre par derrière. Bia, tu ne vas pas nous prendre par derrière. Nous ne sommes pas tes femmes. Tu fais tes conneries là-bas que tu fais au palais là. Avec les gens que tu fais, avec qui tu fais ça. Mon frère, pas nous. Nous les jeunes là, nous tu as eu la malchance que la diaspora est avisée. Nous on connaît tout ça, on connaît les gens qui mangent le poisson, on connaît identifier les gens qui mangent la viande, on connaît identifier les filles qui vont entre elles, on connaît identifier toutes les formes de perversion modernes là. Tu ne peux pas venir nous prendre par derrière. Nous on t'a vu venir, tu as jeté le caillou, l'oiseau, tu as jeté le caillou, l'oiseau a vu. Nous on a vu la direction de ton caillou. Tu ne peux pas nous prendre. C'est pour ça que nous n'allons rien négocier avec toi et rien discuter avec toi. Tu n'es pas digne de confiance. Et personne ne s'assoira jamais pour discuter avec toi. Vive les combattants, vive la révolution, vive la brigade anti-Sardina, vive le mouvement corps, vive le CCD, vive le code, vive les révolutionnaires, vive le général El Chenou, vive le président élu, vive toute la transition, la coalition gagnante, vive le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse les Camerounais. C'était le général El Chenou dans ce direct que j'ai voulu éducatif pour vous, pour nous tous ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.